Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce numéro de décryptage qui nous conduit ce matin en France pour comprendre davantage le mouvement des Gilets jaunes. L'exercice, je vous l'ai dit, sera fait avec notre consultant maison, Morgan Metonji Asoba. Il est consultant en relations internationales. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous aider à comprendre davantage chaque semaine un pan de l'actualité internationale. C'est toujours un plaisir. Alors, au menu de notre échange ce jour, c'est bien la France et ses gilets jaunes. La France et ses gilets jaunes, sommes-nous sur le chemin de l'extrémisme violent et de la radicalisation? C'est une interrogation, hein, rassurez-vous, c'est une interrogation juste pour nous aider à comprendre davantage sur ce mouvement. Et je me permets une comparaison risquée à l'entame, Morgan Metonji. Je disais dans mes propos à l'entame qu'à la différence du poujadisme qui a une forte teinte politique et syndicale des années 53-58 porté par Pierre Poujade, eh bien, le mouvement des Gilets jaunes se veut un mouvement beaucoup plus civil, beaucoup plus citoyen. Au menu de ces revendications, bien, on peut retenir le rejet de l'augmentation des taxes intérieures sur la consommation énergétique, des revendications fiscales, sociales et autres contre la pression fiscale, je dirais, extrême qui prévaut dans cet État qu'est la France. Mais au départ, il nous faut d'abord comprendre d'où est parti ce mouvement et qui en sont d'ailleurs les tenants et aboutissants. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le mouvement Gilets jaunes, Morgan? Les Gilets jaunes, comme vous êtes en train de le souligner, on se dirait on penserait qu'on est sur un axe en train de rouler, on a des gilets qui sont en train d'effectuer des travaux de construction, peut-être des bulldozers qui sont en train de casser notre terre-plein central, à risquer là. En fait, le mouvement des Gilets jaunes est parti, comme nous pouvons le constater, disons, de la société. Dans son malaise qu'elle a constaté après un certain nombre d'événements. Et la plupart de ces événements, en réalité, sont partis du point de vue de l'élévation des taxes, de l'économie. Il s'agit, dans le fond, d'un contexte économique qui n'a pas permis, ou bien du moins ce qui ne permet pas à la population de vivre son quotidien de la façon la plus appropriée possible. Alors, c'est effectivement des civils qui se sont lancés dans une certaine vague de revendications, essentiellement dans une ambiance de non-inclusivité économique. Ils se sont sentis écartés du système économique, marginalisés. Exactement, un système qui profite plus à un groupe minuscule de la population qu'à la population elle-même. Alors c'est le malaise principal qui a conduit à cette situation de gilets jaunes qui, de façon très simple, est devenu un vaste mouvement à cause actuellement de cette sensation de marginalisation d'un très haut niveau. Alors, maintenant, quelles en sont les causes? Quelles sont les causes de cette crise des Gilets jaunes? Alors, nous avons d'une certaine façon extrapolé la cause principale qui est économique. Mais au-delà de cette cause économique, il faut regarder les revendications de ces Gilets jaunes. Lorsque vous passez en revue ces revendications, vous avez quelque chose comme la fin de la hausse des taxes sur le carburant. Et on sait que le carburant constitue un élément capital en matière d'énergie lorsqu'il s'agit de déplacement et plein d'autres activités dans le pays. Vous avez le SMIG. Le SMIG qui est exigé à un montant de 1200 euros. C'est-à-dire, les Français estiment qu'ils ne devraient pas être payés en deçà de 1200
euros. Et vous voyez le salaire maximum qui est aussi fixé à 15 000 euros, c'est-à-dire ils espèrent qu'aucun citoyen français, aucun fonctionnaire ne devait être payé au-delà de 15 000 euros. Lorsque vous analysez ces différents aspects, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un malaise social. Le peuple se sent en général, en majorité, exclu de la vie économique et politique. Parce que parmi les revendications, vous avez la constitutionnalisation du référendum populaire. C'est-à-dire que le peuple, à un niveau, sent qu'il n'est plus consulté comme cela se doit, ou peut-être qu'il y a une certaine cassure entre la représentativité qui est faite au Parlement par rapport à la prise de certaines décisions, du gouvernement aussi, qui fait en sorte que le peuple ne se sent pas impliqué dans la gestion de ce pays-là qui est le leur. Donc voilà autant de choses qui expliquent le mouvement Gilets jaunes. Ouais. Deux choses principales à retenir. Le malaise profond social qui est purement économique, c'est-à-dire qu'il y a une non-inclusivité de ces acteurs qui constituent les acteurs majoritaires de la vie économique en France. Et il y a cette insatisfaction politique, cette cassure qui semble exister entre la gestion, entre les dirigeants et le peuple. Alors, j'ai suivi comme vous, Morgan Assogba, peut-être pas lu avec les mêmes prismes que vous, les différents actes des Gilets jaunes, les différents actes de l'acte 1 jusqu'au 19e, le week-end écoulé. Et j'ai constaté qu'au fil des jours, au fil des semaines, le mouvement est devenu beaucoup plus radical. Le mouvement a commencé à faire davantage, les manifestants, je dirais, les Gilets jaunes ont commencé à faire davantage usage de violence. Oui. Au départ, c'était beaucoup plus un mouvement neutre. On peut le dire ainsi, même si au départ, c'était moins violent au départ. C'était du tout, disons que c'était sérieusement moins violent. Oui. C'est parti sur de base pacifique. On a eu quelques petits débordements durant les premières manifestations. Et comme vous êtes en train de le souligner, il y a eu une sorte de montée de l'utilisation de la violence. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Est-ce qu'on serait en train de tendre vers une probable radicalisation? Oui, lorsqu'on se pose lit, la question. Effectivement, lorsqu'on lit certains experts, ils nous font comprendre qu'on parle de radicalisation lorsque la méthode de revendication, les revendications sont transformées en actions violentes. Et qu'est-ce qui peut amener des revendications à être transformées en actions violentes? Alors, parmi ces choses qui peuvent amener les revendications à être conduites, transformées en actions violentes, il y a le malaise, du moins la non-satisfaction ou la non-résolution d'une crise, d'un conflit qui dure dans le temps. Et lorsqu'on regarde depuis quand ces manifestations ont commencé, on regarde le temps de réaction qu'a mis le gouvernement par rapport à certaines revendications. On comprend la frustration qui entraîne les militants à transformer leurs revendications en actions violentes. C'est-à-dire, ces personnes du mouvement sentent qu'on ne fait pas suffisamment attention à ce qu'ils sont en train de revendiquer. Et cela les amène à corser, à être violents. Juste pour d'abord captiver l'attention, mais surtout se faire écouter. C'est l'impression de ne pas se sentir écouté qui amène très souvent les mouvements à la base pacifique à se radicaliser. Maintenant, la radicalisation est un pas vers l'extrémisme violent. Parce que lorsqu'on arrive au niveau de l'extrémisme violent, ça devient difficile de contrôler. Quels sont les arguments d'analyse avancés par le gouvernement pour envisager une éventuelle radicalisation de ce mouvement, de ces Gilets jaunes? Vous avez la normalisation de la violence. On observe depuis les derniers actes, disons au moins les 6 derniers actes de ce mouvement, qu'il y a une normalisation de la violence, qu'on n'assiste plus à une manifestation sans violence. C'est vrai. Et
cette normalisation de la violence s'est montrée très, très agressive lorsqu'on voit des manifestants s'attaquer à des emblèmes. Ah oui. Des emblèmes, Oui. des choses qui, au fait, lorsqu'on parle de la France, qu'on parle de Paris, c'est les premières choses que l'on voit. L'avenue des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Le restaurant, le Fouquet, c'est des choses qui ont marqué l'histoire de la France. Mais si ces manifestants s'attaquent à ces emblèmes, cela dénote d'une certaine normalisation de la violence. Et on note aussi, d'une certaine façon, un discours révolutionnaire. Les manifestants aujourd'hui appellent à une révolte beaucoup plus à une satisfaction directe de leurs besoins. C'est-à-dire, ils encouragent le mouvement, les leaders encouragent le peuple à se révolter contre le système en place. Et suite à ce discours révolutionnaire, on a l'idée très claire de faire tomber le régime. Parce qu'on a vu des manifestants se balader. Qui ont embourré des gilets portant RIC. C'est bien ça Exactement. Vous parlez du référendum d'initiative citoyenne. Non seulement ça, mais qui disent à Macron de quitter. Ils en veulent, ils veulent plus. Au fait, il y a des gens parmi ces manifestants qui disent mais Macron doit partir. Ce n'est pas il faut satisfaire, ce n'est plus il faut satisfaire. Avec d'autres slogans beaucoup plus violents. Plus violents. Que Macron doit partir. Exactement. Qu'on ne doit pas préciser ici. Donc ils s'en prennent au régime en place et ils décident de le faire tomber. Il s'agit de ne plus voir ce gouvernement continuer dans son leadership aujourd'hui au niveau des manifestants. Oui. Tous ces facteurs... Et c'est cet usage, je ne vous arrête pas, c'est cet usage croissant qui laisse penser qu'il y a peut-être des mains obscures derrière ce mouvement des Gilets jaunes, des mains obscures sur le continent européen qui en voudraient peut-être à Macron. Oui, ce serait une partie de l'analyse qui serait compréhensible mais pas totalement vérifiable. Dans la mesure où la partie qui semble totalement vérifiable prend largement le dessus lorsqu'on regarde la situation actuelle en France. La France est en train de traverser l'une des plus immenses crises économiques qu'elle ait jamais connues. Ah oui. Et tout ce qui se passe aujourd'hui en France est lié à l'économie. La France est sur plusieurs fronts et essaye même de résoudre cette crise, ce qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Parce que, de résoudre ou de camoufler. Est-ce qu'on va dire de camoufler? Lorsque vous regardez la multiplication des descentes du président français en Afrique, vous comprenez que ça chauffe en France et qu'il faut trouver une solution. Ce ne sont pas des descentes de balade. Le président français était en Afrique de l'Ouest. Ah oui. Il a visité les pays en Afrique de l'Ouest qui semblent refléter une stabilité et un progrès économique. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il est parti en Afrique de l'Est où on sait aujourd'hui qu'il y a des géants, des géants en Afrique qui sont en train de se lever en Afrique. Mais non seulement il a fait ces 2 déplacements, il décide de confier la francophonie à un pays qui a fait l'option de la langue anglaise comme mécanisme d'éducation et d'évolution. Alors on se demande, mais pourquoi faire cela? Il fait cela parce qu'il a besoin de ce pays. Aujourd'hui, la France et l'Afrique, l'Afrique n'est pas seulement été pour la France ce qui a permis à la France de stabiliser son économie et de pouvoir subvenir à certains besoins, certaines exigences économiques du pays. Alors depuis environ une dizaine d'années, il a commencé à avoir une certaine cassure entre la France et l'Afrique. Et l'Afrique, dans le même temps, a commencé à s'hisser comme une plateforme très alléchante pour tout le reste du monde. Alors c'est ce qui explique la descente de la Chine en Afrique, la descente stratégique de la Chine en Afrique qui s'est installée. Et la presque hégémonie. Oui, on va rester dans cette tendance presque hégémonique, mais vous allez constater que la France non seulement a perdu sérieusement du terrain, et ses concurrents sur le plan international, ont gagné du terrain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, puisque cette perte du terrain a affecté l'économie, qui a créé une crise sociale immense? Il faut trouver une stratégie pour stabiliser l'économie et pouvoir subvenir
à ses besoins. Le président français a proposé, il a dit aux Gilets jaunes qu'il prévoit 10 milliards environ d'aide aux plus démunis de la société. Mais où est-ce qu'il trouve ces 10 milliards dans un contexte pareil? Et lorsque vous regardez aussi l'Europe, l'Europe aujourd'hui traverse aussi une crise, la crise de l'euro, qui fait que la monnaie, l'économie est touchée un peu partout en Europe, qui peut-être explique aussi la tendance Brexit qu'on observe. Donc, la France se retrouve dans un système aujourd'hui qui ne lui permet pas de dire qu'elle est à même de gérer sa société et de gérer l'économie pour pouvoir subvenir aux exigences. Les revendications des Gilets jaunes semblent ne pas être possibles, que ce soit avec le président Macron ou un autre président aujourd'hui, à cause de la situation financière de la France. Donc, c'est une situation qui peut être expliquée, vu le contexte social déjà, qui est assez critique pour le président et la France, mais de l'autre côté, ce serait difficile de parler de main extérieure en Europe qui soit en train de conduire ces gilets jaunes. Ce dont on peut avoir peur, c'est qu'on arrive effectivement à une radicalisation. Parce que dès qu'on arrivera... On n'en est pas loin, là. On n'en est pas du tout loin. On n'en est pas loin. On n'en est pas du tout loin. Depuis quelques actes, je dirais qu'on est très proche de la radicalisation. Et si on atteint la radicalisation, il ne restera qu'une seule phase, l'extrémisme violent. Et l'extrémisme violent est ce qui explique la, disons, pérennité et l'existence des mouvements comme les mouvements de terrorisme, comme Boko Haram, comme Al-Qaïda. C'est des mouvements qui sont dans un extrémisme violent après une certaine radicalisation. Et qui dit radicalisation fait allusion au peuple, fait allusion aux gens. C'est des gens qui décident de mourir et de tuer d'autres avec eux. Pour des causes qui parfois n'en valent pas la peine. Effectivement. Donc, c'est trouver le moyen de calmer cette frustration, d'empêcher la France de tomber dans une certaine radicalisation et un extrémisme violent qui serait fatal, non seulement pour la France, mais pour toute l'Europe. Ce qui nous inquiète actuellement, parce que l'Europe devrait être concernée beaucoup plus qu'elle ne l'est actuellement par ce qui se passe en France. Vous voyez, on est dans une région et il y a une tendance d'intégration assez développée en Europe. Donc si la France tombe aux mains des radicalistes et de l'extrémisme violent, c'est toute l'Europe qui va en bas. Il faut dire que ce mouvement a contaminé quelques autres pays. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des gilets jaunes, il y a des gilets jaunes en Belgique et autres. Pour le moment, pour ce numéro de Matin d'Éden, du décryptage, nous allons nous atteler seulement au cas français. Alors, j'ai l'impression que le gouvernement français n'est pas resté aussi sourd à ces différentes manifestations. Je veux parler par exemple de l'initiative du grand débat national. Effectivement. Qui a pris fin le 15... C'est toujours pour tenter de convaincre davantage ces manifestants, ces citoyens, que le gouvernement a initié ce grand oral. Oui. Je dirais, toute une série, je dirais. Et on peut dire que c'est un pas de géant. C'est un pas de géant, mais c'est pas suffisant. Au fait, vous allez comprendre que les militants, du moins de ce mouvement, sont dans une dynamique qui veut qu'on ne parle plus trop, mais qu'on agisse. Ils estiment que c'est l'action qui peut empêcher... On préfère l'action au verbe. Au verbe. Les débats, oui. Vous allez même constater que c'est pendant ces débats qu'on a encore assisté à des manifestations très violentes. C'est cela le paradoxe. Effectivement. Et pourtant, l'appel à un débat est censé apaiser la situation. La recherche, la seule chose qui pourrait apaiser la situation aujourd'hui, et là je suis en train de penser aux pistes de solution, c'est déjà agir dans le sens des revendications maîtresses, sinon motrices de ce mouvement, qui sont les taxes sur le carburant, les taxes en général. Lorsque vous regardez la liste des revendications, il y a beaucoup de revendications qui vont dans le sens des taxes, qui vont dans le sens de cette exagération, cette certaine austérité qui touche la majorité du peuple. Donc, il faut dire que si le président Macron et si le système français
pense à peser, il faudra prendre des mesures qui visent à réduire cet asque. La complexité de cette décision ou de cette action réside dans le fait où la France a un problème économique. Si on décide de laisser tomber cet asque, où est-ce qu'on trouve l'argent? Parce que si on laisse tomber cet asque, il y aura peut-être l'incapacité de payer certains salaires, l'incapacité de subvenir à d'autres besoins. Autrement dit, pour le moment, ce n'est pas la volonté qui manque à l'État. On est tenté de dire que ce n'est pas la volonté et on comprendrait... Mais c'est plutôt peut-être la santé de la trésorerie. Exactement. Parce qu'il y a la hausse du gaz, la hausse de l'électricité depuis la privatisation en France. Et les militants disent, mais on ne peut pas, si tant est que la privatisation, au lieu d'amener une compétitivité qui va peut-être avantager les populations en matière de baisse, fait grimper les prix. Alors la meilleure chose à faire, c'est de repartir de rendre cette société-là qui s'occupe de la gestion du gaz et de l'électricité publique et de baisser au fait ces prix. Une situation qui va toucher forcément l'économie. La situation aujourd'hui est délicate et c'est ce qui fait que tant que ces actions ne sont pas posées, les militants, les gilets jaunes n'entendent pas démordre et entendent du moins continuer à manifester et être plus violents s'il le faut, jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Non seulement on aura besoin de trouver une solution économique appropriée qui va permettre de réduire, de rabaisser ces prix, de réduire cet asque, il faudra aussi rendre le peuple, du moins impliquer le peuple dans la gestion de la chose. On dit qu'on est en démocratie. La France est considérée comme un État vraiment démocratique. Un modèle de démocratie. Un modèle de démocratie. Mais lorsque vous regardez dans les revendications, un peuple qui dit on veut que le référendum populaire soit constitutionnalisé. Ça signifie quoi? Qu'à un moment donné, le peuple a compris que son avis ne compte plus forcément dans le processus des prises de décision et qu'il estime qu'il faille prendre une disposition constitutionnelle qui permette que son avis soit de plus en plus prise en considération. Donc, il faut trouver un modèle, un système qui va permettre au peuple de se sentir beaucoup plus concerné dans le processus de prise de décision, de pouvoir s'identifier à ses dirigeants et que cette harmonie, ce climat culturel et économique puisse permettre à la crise d'être jugulée. Morgane, bientôt un an que cette crise perdure. Enfin, au mois d'octobre, cela fera un an, parce que l'actualité remonte au mois d'octobre 2018, les débuts où l'on a senti les prémices de gestation de cette manifestation des Gilets jaunes. Je voudrais me risquer à faire une comparaison avec ce qui se passe au Venezuela. De Maduro et de Guaido, puisque les puissances occidentales nous y ont conduit, on y est. Vous avez vécu depuis quelques semaines cette sorte d'affront, cette sorte de déstabilisation des puissances tentées par les puissances internationales au Venezuela. En comparant par exemple la crise au Venezuela d'avec le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi aucune puissance internationale ne s'est prononcée? Est-ce parce que c'est la France? Déjà, c'est bien de faire la comparaison, surtout sur le plan de... Je parlais des manifestations. Des manifestations, effectivement. Pas de la portée économique des deux pays. Effectivement. Surtout sur le plan des manifestations. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une implication de la communauté internationale en France? Pourquoi personne n'en parle? Et justement, c'est pour cela que tout à l'heure, dans mon développement... Mais ça frappe, ça casse, ça bousille, ça perturbe les commerces. Je disais tantôt que c'est grave que même les pays européens n'en parlent pas et n'essayent pas de s'impliquer. Dans le sens où, vous l'avez souligné aussi, déjà en Belgique, on voit déjà le mouvement... Bien sûr, et bien d'autres pays encore. Effectivement. Lorsqu'on compare, on se rend compte que c'est probablement le même cas sur le plan des manifestations et de la façon de manifester. On voit des violences, aussi bien à Caracas, au Venezuela, qu'en France. Encore que à Caracas, on pourrait comprendre parce qu'on a deux leaderships qui existent et qui s'opposent.
Et on a d'autres puissances extérieures qui essayent aussi d'animer ce qui se passe à Caracas. On de s'immiscer, de s'ingérer. Exactement. On dit que le peuple est en danger, que le peuple souffre, qu'il y a un crime social qui se passe à Caracas. Mais en France aussi, la différence et les similitudes. Les similitudes, c'est la méthode dans la manifestation. La différence, c'est que en France, on est beaucoup plus dans un contexte de social purement social. Il n'y a pas question de leadership qui soit en confrontation en France. Lorsqu'il y a le leadership qui est en confrontation ensemble, il y a manque d'effectivité gouvernementale parce qu'il y a une notion qui permet de vérifier le statut étatique d'un pays. Les États environnants ou la communauté internationale trouve son ticket d'intervention lorsque elle estime qu'il y a difficulté d'existence de l'État. Mais au Venezuela, il n'y en a pas pour autant. Au Venezuela, on dira qu'il y en a. Maduro n'est pas inapte. On ne va pas dire qu'il est inapte. L'existence ou bien la difficulté d'existence d'État intervient lorsqu'il y a manque d'effectivité gouvernementale. Et l'effectivité gouvernementale est mise à risque lorsqu'il y a différents types de leadership sur un même territoire qui est censé être étatique et dirigé par un gouvernement. Est-ce qu'il ne faille plutôt pas lire la chose sous le prisme de la capacité financière de chaque État, de la taille financière de chaque État on pourrait, dans les relations internationales? On pourrait le faire, mais ce serait d'une certaine façon biaiser un peu le fond d'appréciation des deux situations. Vous savez, le principe de non-ingérence aujourd'hui est en train de muer à un principe de devoir d'assistance humanitaire en cas de difficulté. Et au Venezuela, on se permet de dire qu'il y a non seulement une difficulté d'effectivité gouvernementale, parce que Guaido, même si il semble ne pas être constitutionnel, lorsqu'on regarde la Constitution, on regarde aussi le processus de leadership qu'il a amené à dire que je suis leader, je suis président. Cela ne semble pas du tout démocratique et constitutionnel. On peut dire quand même qu'il a une influence sur une bonne partie de la population, lorsqu'on regarde les informations qui nous viennent. Mais dans le cas de la France, on a un leadership qui est là, bel et bien reconnu et accepté même par les manifestants. Les manifestants remettent en cause ce leadership, mais ne disent pas qu'il n'est pas existant. Ils reconnaissent l'existence et l'effectivité gouvernementale du gouvernement, du système Macron. Mais au niveau du Venezuela, il y a cette difficulté-là. Donc, est-ce parce que aucun leader, aucun cadre politique n'a pris le risque de porter le mouvement, les manifestations des Gilets jaunes? Si, par exemple, on avait eu derrière, par exemple, les Gilets jaunes, Marine Le Pen, Mélenchon et autres, est-ce qu'on pourrait déjà se risquer à l'étape actuelle de porter un de ces cadres comme on a porté Guaido? Non, je pense que ça ne se fera pas aussi facilement, déjà pour deux raisons. Première raison, c'est que la France, de façon, quand on va parler d'intérêt, sur le plan de ressources d'abord, ressources économiques qui pourraient intéresser certains barons de la communauté internationale qui sont reconnus en griffe pour prendre ces initiatives, supporter tel opposant. Lorsqu'on voit par exemple Guaido qui est soutenu par les Américains, Guaido doit se sentir très fort. Donc il n'y a pas d'intérêt économique, matériel qui puisse amener certains barons de la communauté internationale à s'intéresser au cas de la France et à soutenir financièrement et aussi officiellement des mouvements de protestation en France. Il n'y en a pas réellement, concrètement. Maintenant, lorsqu'on regarde, cela n'exclut pas l'intérêt que la communauté internationale, ne serait-ce que l'Europe, devrait porter à cette crise. Ce qui est plus ou moins jusque-là grave. Normalement, le Parlement européen devait même commencer déjà par aborder cette question de façon plus sérieuse. Vous avez bien dit. Normalement. Oui, mais on note
que cela n'est pas fait. Cela peut s'expliquer par déjà le poids diplomatique. C'est jusque-là ici au rang d'un épiphénomène. Voilà, qu'on peut gérer on peut gérer nous-mêmes, c'est-à-dire la France jusque-là, le gouvernement et Macron... la presse locale et internationale aussi traite pas, ainsi l'actualité. Et dans le même temps, on continue de nous proposer des milliers de citoyens vénézuéliens qui souffrent, qui guettent les poubelles, qui mangent... qui n'ont pas d'électricité. Mais vous savez, ce qui va se passer d'ici là, c'est quoi? C'est qu'on aura, d'ici là, on aura la presse qui va changer sa façon de traiter la situation si des actions concrètes ne sont pas posées. Et il est très probable qu'aucune action concrète ne puisse être posée vu l'état de la caisse entre griffes. Je ne sais pas exactement comment est la caisse, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe, la difficulté économique est persistante en France. Donc, il y aura difficulté de prendre des mesures qui pourront résoudre les revendications immédiates et pressantes des gilets jaunes. Ce qui va amener ces gilets jaunes à continuer davantage dans leur lancée violente. Et d'ici quelques mois, si on dit quelques mois, si ça tient quelques mois, sinon quelques jours, on pourrait assister à une prise très au sérieux de la situation des gilets jaunes en France par la communauté internationale, particulièrement l'Europe, telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Parce qu'on a constaté que le gouvernement français a décidé d'avoir un parlement commun en dehors du Parlement européen avec l'Allemagne. Une décision qui a été prise très récemment. Mais cela aussi pourrait dénoter de la proximité qui existe entre ces deux États et de la nécessité de voir dans quelle mesure progressivement aborder la question pour résoudre le problème, parce que la France a besoin d'argent. Il faut qu'elle trouve suffisamment d'argent pour prendre audacieusement certaines initiatives. Et lancer des réformes. Ouais. Merci Morgane Metondi Assogba, je vous laisse conclure. Conclusion, je dirais que ce qui se passe en France est une leçon pour tous les leaders en matière de gestion de crise sociale profonde. On note une dislocation en matière d'identification entre le bas peuple et le leadership, et on ose une crise sociale qui n'est pas née seulement des décisions récentes du président Macron, mais qui est née d'une succession de décisions qui ont été prises sur la base des sources de revenus qui ne sont pas forcément suffisamment diversifiées. Alors, il faudrait bien que les leaderships anticipent sur la diversification des sources de revenus et que la diplomatie puisse faire son travail dans la mobilisation de ressources tout en maintenant un contact et une oreille attentive au développement du peuple et aux revendications de ce peuple dans la mesure du possible. Merci à vous pour ce décryptage, pour cette lecture profonde de l'actualité liée à la crise des gilets jaunes. La France et ses gilets jaunes, entre extrémisme et radicalisation, s'est-on interrogé ce matin. On attend samedi 30 pour l'acte 20 avec toutes les menaces possibles de gagner les Champs-Élysées. Vous l'avez suivi, hein, l'avenue des Champs-Élysées. On en appelle au caractère citoyen, au respect des instructions de la République. Ils ont le droit de manifester, certes, mais ils se doivent aussi de respecter les attributs de la République. Effectivement. C'est aussi cela, la bonne citoyenneté. Et si vous permettez, je vais simplement rajouter qu'on n'est pas très loin quand même d'une radicalisation et que toutes les décisions doivent aller dans le sens d'éviter que cela n'arrive. Très bien. Merci Morgane, bonne journée. Merci, pareil. Et bon retour à vous.